De nouveaux obstacles attendent notre couple préféré durant cette saison 2, prévue pour le 6 janvier, mais avant toute chose, rien de tel qu'un petit résumé, histoire d'être bien préparé pour poursuivre l'histoire. Bon visionnage. Nous faisons la rencontre de Miyo Saimori. Enfant, elle a perdu sa mère et elle s'est retrouvée seule avec son père Shinichi. Ce dernier épouse une seconde femme, Kanoko Saimori, avec qui il a une fille, Kaya Saimori. Dès lors, Miyo est complètement mise à l'écart dans la famille, étant traitée comme une moins que rien. Elle devient même la domestique de la maison, sous les yeux de son père qui n'éprouve aucune compassion envers elle. Heureusement, un certain jeune homme, Kaoji, égaye ses journées lorsqu'il passe pour bavarder avec elle. On sent clairement qu'il y a de l'amour qui se crée entre eux, du moins des sentiments qui naissent, mais le destin va en décider autrement. Un jour, Shinichi Saimori, le père de Miyo, lui demande de se rendre disponible un après-midi. Le temps passe, elle le rejoint alors et découvre avec surprise Koji aux côtés de sa sœur Kaya, tous deux face à ses parents Shinichi et Kanoko. Elle comprend très vite qu'il s'agit de l'annonce de leur fiançailles, suite à un mariage arrangé entre les deux familles. Kaoji est plus que désolé, lui qui souhaitait à tout prix se marier avec Miyo. Le destin en a décidé autrement. Mais ce n'est pas la seule annonce du jour, puisque Shinichi rapporte à Miyo qu'un mariage arrangé a également été fait pour elle, avec un certain Kiyoka Kudo. Il s'agit d'un commandant de l'unité anti-grotesquerie au sein de l'armée impériale. Les grotesqueries regroupent ce qu'on appelle les démons, les esprits. Kudo est l'un des soldats les plus prometteurs, pouvant utiliser plusieurs pouvoirs à la fois. Ne voyez pas là ce mariage arrangé comme un beau geste de la part du père de Miyo. Il l'envoie chez Monsieur Kudo car il a la réputation d'être odieux et très froid avec toutes les prétendantes qu'il a eues. C'est bien pour cette raison qu'ils ont décidé de l'envoyer chez lui, afin qu'elle continue de souffrir. Miyo se rend alors chez lui, et une fois son regard croisé, elle sent que quelque chose se passe au fond d'elle. Est-ce le coup de foudre? Il est trop tôt pour le dire. Le lendemain matin, Miyo prépare le petit déjeuner pour faire plaisir à son fiancé Kiyoka Kudo. Ce dernier, très méfiant, préfère s'éclipser, refusant de manger la nourriture d'une inconnue. Il faut dire que depuis toujours, c'est Yuri, sa servante, qui lui prépare à manger. D'ailleurs, elle confie à Kudo qu'elle a voulu bien faire et qu'elle s'est donné du mal pour lui préparer le petit déjeuner. À son retour au soir, il s'excuse alors auprès de Miyo pour s'être comporté de façon aussi maladroite à son égard, et lui demande de préparer le petit déjeuner du lendemain. Les choses semblent s'arranger, pas comme du côté du père de Miyo, Shinichi Saimori, qui se fait réprimander au téléphone par le père de Kaoji. Pourquoi? Eh bien Miyo lui était promise, en raison qu'elle possède du sang de la famille Usuba. Il faut savoir que la famille Saimori est réputée pour détenir des pouvoirs surnaturels de génération en génération. Enfant, Shinichi a passé un test à ses deux filles. Malheureusement, seule Kaya s'est montrée réceptive et a su développer ses pouvoirs, laissant la pauvre Miyo seule, rejetée par son père qui préfère concentrer son énergie sur sa sœur qui présente un bon potentiel. En tout cas, les relations entre Miyo et Kiyoka Kudo semblent s'améliorer de jour en jour. Ce dernier l'invite à l'accompagner en ville. Pour l'occasion, Yuri l'aide à se préparer. Elle découvre les plaisirs de se balader en ville, voyant tous les commerces, elle n'a jamais connu ça auparavant. Il lui commande de nouveaux kimonos et lui restaure même le peigne de sa mère qui était abîmé, synonyme de demande en mariage à cette époque. Mais malgré tout, Kiyoka Kudo souhaite en apprendre un peu plus sur la famille de Miyo, et pour cela, il a demandé à l'un de ses hommes d'enquêter. Son informateur vient lui révéler les informations qu'il a trouvées, à savoir que sa belle-mère et sa sœur ne l'aiment pas du tout, elles passent leur temps à la rabaisser. Son père lui ne s'occupe plus d'elle depuis qu'il sait qu'elle ne possède pas de pouvoir surnaturel. De plus, la mère biologique de Miyo provient de la famille Usuba, une longue lignée qui a su développer des pouvoirs surnaturels très puissants. Voilà une information dont ignorait totalement Kudo. Mais reste à savoir pourquoi un mariage a été arrangé avec la famille Saimori. Il rend visite au père de Miyo, Shinichi Saimori, pour lui faire savoir qu'il est au courant de tout ce qu'ils ont fait subir à Miyo depuis la mort de sa mère. Il compte bien l'épouser et sait très bien que cela signifie un échange d'intérêts entre les familles, mais il accepte de leur donner de l'argent qu'en échange de sincères excuses envers elles. Ils peuvent parfaitement refuser, mais si tel est le cas, alors ils couperont les ponts avec eux. Il leur laisse un léger délai pour y réfléchir, mais sa patience ne risque pas d'être longue. Miyo justement se rend en ville en compagnie de Yuri pour acheter de quoi faire une tresse pour attacher les cheveux de Kudo. Elle croise la route de sa petite sœur Kaya en compagnie de Koji. Et évidemment, elle ne loupe pas l'occasion pour la rabaisser de nouveau en prétextant que son fiancé a dû l'abandonner vu qu'elle est une moins que rien. Mais heureusement, Yuri arrive à temps pour que Kaya cesse ses injures. Elle lui annonce même que Miyo est la future femme de Monsieur Kudo, ce qui laisse de marbre Kaya, plus que surprise par cette nouvelle. En rentrant chez elle, Miyo n'a plus le moral. Yuri raconte à Kudo ce qui s'est passé en ville lorsqu'elle a croisé sa sœur, alors Kudo décide de contacter Anna, sa gouvernante, lorsqu'elle était enfant.
mais qui a dû partir prématurément de la famille Saimori car elle la défendait lorsqu'elle se faisait maltraiter. La revoir lui fait chaud au cœur, elle apprend qu'elle est désormais mariée et mère d'un enfant. Et justement, en parlant de mariage, Mio n'estime pas avoir le droit à ce bonheur du fait qu'elle ne possède pas de pouvoir, comme le veut la tradition. Anna lui avoue que c'est Monsieur Kudo en personne qui lui a écrit, afin qu'elle vienne lui rendre visite. Il est au courant de son histoire, ce qui prouve qu'il tient à elle malgré l'absence de pouvoir surnaturel. Une fois cela compris, elle fonce voir son fiancé pour lui avouer son passé, ainsi que lui remettre son cadeau, la tresse pour ses cheveux. Monsieur Tatsuishi, le père de Koji, n'est pas du tout heureux de voir leur relation se passer aussi bien, car il veut récupérer Mio au sein de sa famille pour bénéficier de ses gènes de la famille Usuba, le nom que portait sa défunte mère, qui peuvent développer par la suite des pouvoirs surnaturels exceptionnels. Pour parvenir à ses fins, il met au point un piège en utilisant l'aide de Kaya, sa sœur, qui ne supporte pas de la voir heureuse. Il souhaite forcer Mio à devenir la femme de son fils Koji, quitte à l'obliger à refuser de se marier avec Kudo. Pour commencer, Kaya commence par demander à son père de tout simplement rompre les fiançailles de Mio et Kudo, afin qu'elle prenne la place de sa sœur. Mais même lui qui d'habitude lui cède tous ses caprices, refuse. Alors elle met dans la confidence son fiancé Koji, car elle sait pertinemment qu'il préfère sa sœur Mio. Alors il y a peut-être une chance qu'il soit partant pour renverser le couple Kudo et Mio. Sauf que notre cher Koji a des principes et qu'il refuse de faire un tel coup à Mio. Il se rend dans le bureau de son père pour avoir une discussion avec lui, mais le surprend en train de comploter avec Kaya pour échanger leur fiancé afin que Koji se marie avec Mio pour obtenir son sang, ses gènes dans la famille Tatsuishi. Il avoue même qu'il savait depuis le début que Mio était mis à l'écart au sein de la famille Saimori, mais il n'a jamais rien fait pour lui venir en aide, dans le but que sa propre famille l'abandonne pour ensuite la récupérer. En écoutant ces paroles, la colère de Koji prend le dessus. Il attaque son père grâce à ses pouvoirs surnaturels, mais il est bien trop faible pour se mesurer à lui. Il se fait plaquer au sol, puis ligoter, pour ne plus qu'il se mette en travers de son chemin. Heureusement, son grand frère Kazushi arrive juste après pour le libérer et lui faire remarquer que désormais, il doit aller jusqu'au bout des choses s'il veut avancer. De son côté, Mio prépare le déjeuner de Kudo pour lui faire une surprise. Elle se rend jusqu'à son lieu de travail, en compagnie de Yuri, pour être sûre qu'il ne manque pas de se remplir l'estomac. Puis ils repartent. Mais sur le chemin du retour, Mio s'aperçoit qu'elle ne possède pas l'amulette de protection que lui a donné Kudo. Alors de peur qu'il lui arrive quelque chose, elle et Yuri se dépêchent de rentrer à la maison. Mais il est trop tard. Une voiture s'arrête devant elle pour kidnapper Mio, laissant seule la pauvre Yuri. Elle se dépêche de rejoindre Kudo à son bureau pour le prévenir de la situation. Mais au même moment, un homme arrive pour lui demander son aide, pile au bon moment. Koji. Il sait où se trouve Mio, il en est sûr, chez la famille Saimori. Alors Kudo ne perd pas de temps et tous les deux se rendent là-bas, façon Initial D. Malheureusement, en arrivant à la porte, personne. Kudo n'a pas que ça à faire, alors il détruit carrément la porte, puis entre. Monsieur Saimori Shinichi lui demande ce qu'il fait là, alors Kudo lui informe que sa fiancée, Mio, se trouve ici et qu'il vient la récupérer. C'est alors que le père de Koji, Monsieur Tatsuishi, sort à son tour de la maison. Nul ne va sans dire qu'il complote avec Monsieur Saimori. Les deux hommes ne comptent pas laisser Kudo récupérer Mio, alors le combat s'engage. Mais au vu de la différence de puissance entre Kudo et les deux hommes, peut-on réellement parler de combat? Monsieur Tatsuishi et Saimori sont battus à plate couture, alors Kudo demande à Koji s'il existe une remise ou une réserve un peu à l'écart de la maison. Il lui indique le chemin, mais Monsieur Tatsuishi ne lâche pas le morceau, et attaque Kudo en utilisant un sort de feu, ce qui est complètement inconscient au vu de l'espace étroit où ils combattent. Et d'ailleurs, la maison ainsi que le jardin ne tardent pas à prendre feu. Kudo est obligé d'arrêter le combat rapidement en assommant Monsieur Tatsuishi à l'aide d'un sort électrique. Il arrive enfin à la remise où il découvre Mio attachée et maltraitée par sa sœur Kaya ainsi que sa belle-mère. Elles l'ont menacé de la corriger, de lui arracher son kimono si elle n'exprimait pas clairement son envie de rompre ses fiançailles avec Kudo. Mais elle a tenu bon. Pour la première fois de sa vie, elle a tenu tête à sa famille pour ne pas perdre la seule chose qui la rende heureuse, Monsieur Kudo. Malgré tout, à bout de force, elle s'est endormie de fatigue. À son réveil, Kiyoka Kudo lui raconte ce qui s'est passé pour la famille Saimori. La maison est entièrement brûlée. Shinichi et Kanoko ont congédié la plupart de leurs domestiques pour partir à leur villa de campagne. La responsabilité de cet incident incombe principalement à la famille Tatsuishi, et plus spécifiquement au fils aîné Kazushi, qui a repris les rênes de la famille. Le chaos n'a pas été rendu public, mais Kazushi a accepté en contrepartie d'être placé sous les ordres de la famille Kudo. Kaya, quant à elle, est envoyée dans une famille réputée pour sa rigueur, pour lui apprendre à se comporter convenablement. Mio souhaite se rendre à la demeure des Saimori et demande à Kudo de l'y emmener. Une fois sur place, elle constate les dégâts et se rend à l'arbre qu'elle tient tant, planté le jour du mariage de sa mère. Il ne reste plus qu'une souche calcinée. Mio a l'impression d'avoir entendu sa mère l'appeler pour venir ici, mais lorsqu'elle touche la souche, celle-ci disparaît, comme si elle avait attendu la venue de Mio pour s'envoler définitivement.
Koji arrive à son tour et souhaite s'entretenir avec Mio en privé. Il lui fait part de son intention de se rendre à l'ancienne capitale pour se former et devenir un homme plus fort. L'incident qui s'est produit autour de Mio l'a fait réfléchir et son impuissance lui a sauté aux yeux. Il souhaite être un meilleur mari également pour Kaya, qui de son côté fait des efforts pour devenir meilleur. Après quoi Mio et Kudo officialisent leur fiançailles en posant leur nom sur le formulaire. Elle lui demande l'autorisation de prendre des cours pour devenir une dame digne de ce nom et pour y parvenir, Kudo connaît quelqu'un qui se connaît très bien dans ce domaine, sa grande sœur Azuki. Elle rencontre Mio et après quelques heures passées en sa compagnie, elle l'adore déjà et souhaite l'emmener avec elle pour la former. Mais Kudo refuse, il ne le dit pas franchement, mais il ne veut pas être séparé de sa fiancée. Azuki lui pose alors un objectif, être prêtre pour qu'elle participe à une fête dans 2 mois, à laquelle Kiyoka et elle-même ont été conviés. Durant la nuit, Kudo est réveillé par la présence de pouvoirs surnaturels qu'il ressent. Il se rend à la chambre de Mio et la trouve encore en plein cauchemar. Selon lui, ça ressemble à des restes de pouvoirs surnaturels. Pour le moment, il garde ça pour lui, et le lendemain, il se rend à son travail où le général Okaito l'a appelé pour une affaire préoccupante. La tombe où résident ceux ayant possédé des pouvoirs surnaturels a été ouverte. C'est le prince Takahito qui a eu une révélation à ce sujet. D'ailleurs, il réunit Kiyoka, Kazushi et Okaito pour leur faire part d'intervenir au plus vite avant que les grotesqueries n'envahissent la cité impériale. Il en profite aussi pour prévenir personnellement Kiyoka que sa fiancée Mio risque de traverser de rudes épreuves dans un avenir proche. Kudo se souvient que sa mère provient de la famille Usuba, une famille connue pour posséder des pouvoirs très puissants, comme lire les pensées, fouiller les souvenirs et parfois même se glisser dans les rêves. Toutefois, il n'a jamais ressenti d'interférence chez lui. Sa barrière n'a montré aucune once de pouvoir surnaturel en mouvement. Il demande à un informateur de poursuivre ses recherches sur Sumi Usuba, la mère de Mio. C'est la seule piste qu'il détient sur cette famille. De retour au QG, il reçoit la visite d'un envoyé du ministère de la maison impériale, un certain Arata Tsuruki. Il apporte des informations complémentaires sur l'incident de la tombe profanée, en lui disant que des corps ont été retrouvés aux alentours inconscients, sûrement ceux ayant ouvert la tombe qui ont subi les attaques des grotesqueries. Une fois la nuit tombée, une équipe se rend sur place avec à sa tête Monsieur Kudo. Ils sont entourés de grotesqueries qu'ils éliminent pour éviter qu'elles n'atteignent la cité impériale. Certains hommes ont été retrouvés par le général Okaito, présentant des signes de la malédiction des grotesqueries, les empêchant de se réveiller. Kazushi tente d'utiliser ses pouvoirs de Kaijutsu pour contrer les effets de la malédiction, mais il ne peut rien faire face à une telle puissance. De son côté, Mio est très occupée avec Azuki, la sœur de Kiyoka, qui lui donne des cours pour devenir une bonne épouse. Elle apprend l'art de se présenter, sourire en toutes circonstances ou encore à dresser une table. Elle met tout en pratique en sortant se promener en ville, mais la fatigue commence à avoir raison d'elle. Elle s'évanouit, mais un homme parvient à la rattraper juste à temps. Monsieur Arata Tsuruki, qui semble la connaître. Il lui demande de faire attention et de prendre soin d'elle, puis s'en va. Le soir, lorsque Kudo rentre chez lui, il discute avec Azuki et lui avoue qu'elle est la fille de Sumi Usuba. Il se demande si le sang qui coule dans ses veines n'est pas la cause de ses cauchemars à répétition. Dès lors, Azuki décide de freiner les leçons de courtoisie afin de permettre à Mio de se reposer. Mais celle-ci le regrette, elle a l'impression de régresser. Elle peut toutefois compter sur Azuki pour lui rendre visite et lui remonter le moral. Elle se dévalorise trop, elle n'est pas parfaite elle-même, elle a toujours été nulle en tâches ménagères, ce qui lui a valu la fin de son mariage. Personne n'est parfait. Dans la journée, elle reçoit la visite de Monsieur Arata Tsuruki. Ce dernier cherche à joindre Kudo, mais n'étant pas là, il constate que sa fiancée est bien mal en point. Elle est complètement fatiguée et il a l'impression qu'elle est négligée par son fiancé Kudo. Mais Mio lui demande de ne pas parler ainsi de son fiancé. C'est elle qui a voulu prendre des cours de bonne dame quand soudain, un mal de tête survient. Arata s'excuse pour son impolitesse et se retire pour la laisser se reposer. Il se rend au QG de Kudo pour le tenir informé que le ministère a donné son accord pour lancer l'offensive contre les grotesqueries. Il lui fait part à titre privé qu'il a rendu visite à sa fiancée et déplore les conditions dans lesquelles il la laisse seule chez elle. Il l'a même secourue lors d'un évanouissement qu'elle a eu en pleine rue. Kudo apprend de son informateur qu'il a cherché parmi toutes les personnes suspectées être de la famille Usuba. Il n'a rien trouvé, à part une personne qui ne possède aucun acte de naissance, ni famille à laquelle elle est rattachée, un certain Sumi Tsuruki. Kudo comprend tout. Tsuruki est le nom d'Arata, l'homme qui n'arrête pas de tourner autour de Mio. Lorsqu'il rentre chez lui, il découvre encore Mio debout et exténuée. Il ne comprend pas pourquoi elle ne l'écoute pas malgré qu'il lui ait dit de s'appuyer sur lui et de ne pas trop en faire. Mais Mio est prise encore une fois d'un évanouissement. Il décide alors de la transporter dans sa voiture pour rendre une petite visite à ce Arata Tsuruki afin d'obtenir des réponses. En arrivant à la résidence des Usuba, Arata sait déjà pourquoi il se trouve ici. Il souhaite savoir comment faire cesser les cauchemars que subit Mio, mais malheureusement, cela est lié à l'évolution de son pouvoir. Son grand-père Yoshiro arrive à son tour et lui explique qu'elle possède la vision onirique. Autrement dit, elle peut entrer dans les rêves des gens.
une capacité extrêmement rare et très puissante. De plus, la résidence Usuba possède une barrière qui lui permet de stabiliser son pouvoir, ce qui lui évite de se sentir mal, ou encore de subir des cauchemars lors de son sommeil. Toutefois, Kudo refuse qu'elle reste ici. Elle est sa fiancée, et le fait qu'elle possède ce pouvoir surnaturel ne leur donne pas le droit de mettre fin à leur relation. Mais Arata lui pointe du doigt son incapacité à la protéger convenablement, en témoigne l'incident chez les Saimori. Pour régler ça comme il se doit, il lui propose un duel, afin de décider qui est le plus apte à la protéger. Ils sortent dehors et le combat s'engage, sabre contre pistolet. Arata parvient à esquiver toutes les attaques au corps à corps de Kudo en utilisant son pouvoir qui lui permet de faire apparaître des illusions. Il le touche quant à lui à l'épaule, alors Kudo monte le niveau et utilise ses pouvoirs électriques pour éliminer toutes ces images. Arata ne compte pas s'arrêter là et augmente son nombre d'illusions, alors Kudo utilise une énorme boule de feu pour toutes les exterminer. Il se rue vers lui pour lui donner le coup de grâce, mais Miyo apparaît soudainement devant lui, lui demandant d'arrêter. Arata en profite pour tirer avec son pistolet, ce qui désarme Kudo. Il ne s'agissait en réalité que d'une illusion de Miyo. Arata remporte son duel en ayant recours à la fourberie. Kudo retourne alors chez lui et se fait bien sermonner par sa sœur, qui lui demande de retourner là-bas pour la récupérer. Seulement il reçoit un appel du général Okaito, qui lui demande de venir au plus vite. Les grotesqueries commencent à se regrouper pour attaquer, dès lors ils doivent revoir leur stratégie pour les éliminer. Kudo se dépêche de se rendre sur place et compte bien entendu récupérer sa fiancée une fois cette affaire résolue. À la demande des Usuba, Arata confie à Miyo que sa mère était dotée de la télépathie. Elle pouvait se connecter à l'âme des gens. Son pouvoir à elle, la vision onirique, présente une puissance bien plus grande que Kudo ne peut le penser. Elle peut l'utiliser pour contrôler et manipuler les gens en intervenant directement dans leurs rêves. Et pire encore, elle peut intervenir dans le passé, voire le futur. Cependant, son grand-père Yoshiro lui avoue que son pouvoir a été scellé par sa mère. Avant sa naissance, des négociations entre Tsuruki Trading et un partenaire financier ont échoué, mettant en péril la situation financière de la famille Usuba. C'est alors qu'une famille a proposé un mariage arrangé avec Sumi, la fille de Yoshiro Usuba, en échange d'éponger une grosse partie de leurs dettes. Yoshiro a toujours rejeté leur proposition, mais Sumi s'est chargé de faire les démarches nécessaires de son côté, afin de sauver la lignée Usuba. Yoshiro demande à Miyo de toucher un arbre en particulier présent dans le jardin pour qu'elle comprenne davantage l'étendue de son pouvoir. Dès qu'elle le touche, elle a une vision du passé de sa mère, voyant son mariage avec Shinichi Saimori. Elle donne par la suite naissance à Miyo, mais la famille Saimori ne pense qu'à une chose, savoir si la jeune Miyo possède des pouvoirs ou non. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire vite d'autres enfants avant que Sumi ne meure de maladie. Il se trouve que Sumi a su tout de suite que Miyo possédait la vision onirique dès qu'elle l'a touchée. Mais pour la protéger de la famille Saimori, elle a décidé de sceller son pouvoir dans les racines d'un arbre, bien consciente des épreuves qu'elle va traverser en raison de l'absence de pouvoir surnaturel. Miyo demande à Arata de voir son fiancé, même une seule fois si nécessaire, mais ce dernier refuse. Dorénavant, c'est lui qui est chargé de la protéger. Il a attendu ce moment toute sa vie. Une fois dehors, elle fait la même demande à son grand-père Yoshiro, mais il ne peut accéder à sa requête. Miyo décide alors de se lever pour toucher une nouvelle fois l'arbre afin de libérer définitivement son pouvoir onirique. Quand soudain, Arata court pour les avertir d'un message de l'état-major. Kudo s'est fait toucher par une grotesquerie qui lui a posé sa malédiction. Il est inconscient. Miyo veut à tout prix le voir, mais Arata refuse. Il reçoit des ordres de l'empereur qui lui a demandé d'empêcher Miyo d'avoir des relations avec un détenteur de pouvoir surnaturel en échange d'aider financièrement la famille Usuba. Peu importe, Miyo compte bien retourner auprès de son fiancé à n'importe quel prix. C'est alors que face à sa détermination, Yoshiro et Arata finissent par accepter qu'elle aille auprès de lui, mais à la condition d'être accompagnée par Arata. Une fois auprès de lui, Miyo sent qu'il est toujours vivant. Arata lui certifie qu'elle peut le sauver grâce à ses pouvoirs oniriques. Elle peut entrer dans ses rêves pour le libérer de la malédiction. Pour cela, elle doit se concentrer afin que son esprit quitte son corps pour pénétrer l'âme de Kudo. Elle apparaît alors devant la maison des Saimori. À l'intérieur, elle suit une petite fille qui traverse une porte. Il s'agit de celle de la remise où elle a été séquestrée par sa sœur Kaya et sa belle-mère. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle tombe sur une image d'elle en beaucoup plus sombre. Celle-ci lui dit qu'elle ne mérite pas Kudo comme fiancée. Elle porte malheur à tous ceux qui l'entourent, c'est à cause d'elle s'il se trouve en ce moment entre la vie et la mort. Mais Miyo lui répond qu'elle sait déjà tout ça. Désormais, elle ne veut plus reculer, ses amis lui ont permis de comprendre la valeur qu'elle représente aux yeux de son fiancé, et malgré les blessures, elle ne compte pas abandonner et continuera d'avancer. Face à sa détermination sans faille, l'image disparaît pour laisser Miyo maître de ses pouvoirs. Elle rejoint Kudo qui fait face aux grotesqueries. Elle parvient facilement à les vaincre, mais l'empereur décide de prendre les choses en main pour se débarrasser de la famille Kudo et Miyo, une bonne fois pour toutes. Hélas, c'est également peine perdue, il ne peut rien faire face au nouveau pouvoir de Miyo, qui parvient à le vaincre et libère ainsi Kudo de la malédiction.
En reprenant ses esprits, elle remercie Arata pour tout ce qu'il a fait, mais elle ne peut pas le suivre. Sa place est aux côtés de son fiancé Kudo. Il comprend tout à fait, mais peu importe son choix, elle reste un membre de la famille Usuba. Takahito, le fils de l'empereur, nous apprend que son père ne possède plus la révélation divine, en raison du crime qu'il a commis en ouvrant la tombe de la zone interdite. Désormais, Miyo fait de son mieux pour vivre sa vie pleine de bonheur aux côtés de son bien-aimé Kudo. Elle assiste à la fête tant attendue en sa compagnie, clôturant ainsi cette première saison.